Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Bonjour tout le monde, bienvenue à Maître à bord. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup et qui est quelque chose que j'ai vécu en plus et c'est pour ça que ça m'intéresse parce que je pense que ça touche à peu près tout le monde à un moment donné dans une vie. On va parler, oui, de dépression, mais surtout de moyens pour s'en sortir, mais aussi d'hyperperformance parce que la dépression chez les professionnels, entre autres, c'est souvent relié à ce phénomène d'hyperperformance. Et avant de vous présenter mon invité, je vais vous raconter une histoire parce que moi, à 33 ans, j'ai fait un méga burn-out et c'était pas un diagnostic de dépression, mais j'étais vraiment, on a même diagnostiqué finalement un syndrome de fatigue chronique. J'étais fatiguée chronique, ça c'est vrai, je peux pas dire autre chose, mais c'était relié à toutes sortes en fait, une espèce de contexte professionnel où est-ce que j'étais peut-être pas totalement alignée avec qui je suis, puis je me suis mis complètement à terre alors que je travaillais comme journaliste d'enquête à l'époque. Et ça a été un long processus parce que j'ai été arrêtée pendant 1 an. Et cette année-là, eh ben, j'ai vraiment cherché à comprendre ce qui s'était passé et je cherchais des moyens de m'en sortir avec la médecine holistique en parallèle de la médecine traditionnelle. Et au bout de 10-11 mois de recherche à comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'étais si fatiguée, j'avais la vision embrouillée, je me sentais vraiment pas bien, j'avais de la misère à aligner mes idées, je me suis retrouvée dans le cabinet d'un psychiatre à Saint-Luc, à Montréal. Et le psychiatre m'a dit, vous savez, Madame Gauthier, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes même pas en dépression, vous êtes dans ce qu'on appelle un syndrome de post-traumatique d'hyperperformante. Votre machine, vous l'avez mis à terre, on va vous donner ce qu'il faut pour la remonter, mais il va falloir faire des changements dans votre vie. Et là, je me suis mis à broyer parce que c'était comme, enfin quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Et au bout de quelques jours, à peine même pas 2 semaines, d'avoir compris ce qui s'était vraiment passé, puis avec l'aide de quelques petits médicaments pour la fatigue, j'étais sortie de mon gros nuage noir et je pouvais enfin reprendre ma vie. Et comme je l'ai compté longtemps en conférence, il faut faire attention parce que après ça, les récidives sont toujours possibles quand on retourne en arrière dans nos vieilles habitudes, nos vieux schémas. Bref, ceci dit, je sais qu'il y a plein de gens qui vivent ça et après 2 ans de pandémie, c'est encore plus difficile pour beaucoup de monde. Alors, je vous présente mon invité d'aujourd'hui qui s'appelle Jean-François Lacasse, qui lui aussi a vécu le syndrome de l'hyperperformance. Salut Jean-François, bienvenue à Maître à bord. Bonjour France, ça me fait plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Écoute, on va parler de ta communauté que tu as créée qui s'appelle M'aider. On le voit en arrière de toi. Tourne donc un petit peu ta caméra, si on peut le voir, là, ton affiche. M'aider dans le sens de alerte. Hein? Je suis... alerte, je veux dire, ça peut être détresse, mais en même temps, l'autre m'aider, c'est pour entraide. En fait, oui. non seulement entraide, mais comment éviter m'aider et comment je peux m'aider. On peut le dire aussi comme ça. Ouais. Excellent. Mais avant qu'on arrive à m'aider, parce que c'était la création à la suite de quelque chose que tu as vécu, je vais te présenter, Jean-François, tu es un avocat de formation, tu as travaillé en droit, après ça, tu es allé te former en finance, tu es devenu planificateur financier, la grosse job chez Desjardins, la grosse vie, la famille, les enfants, tout allait bien, pareil comme moi. Et du jour au lendemain, bang, ce que tu appelles un atterrissage forcé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est sûr qu'à cette époque-là, au printemps 2018, c'est mon corps qui m'a envoyé plein de signaux, là. J'appelle ça des lumières qui étaient allumées sur mon tableau de bord essentiellement. Mais je dois dire, France, que cette dépression-là, ou du moins cet atterrissage forcé-là, j'ai cultivé un terrain propice à l'apparition de cette situation-là, après avoir fait un peu là, une introspection là, par rapport à la situation, parce que je me disais, comment se fait-il qu'un professionnel du monde des affaires, instruit, tombe dans ce panneau-là, moi qui pensais que ça arrivait juste aux autres. Et j'ai voulu chercher Je veux comprendre d'abord d'où ça vient parce que moi, les gens autour de moi, j'ai tellement entendu ça. Voyons donc, la dépression, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Là, tu sais, ça peut pas m'arriver à moi. Et pourtant, ça arrive à presque tout le monde. Peut-être pas des dépressions, mais au moins des déprimes ou des moments difficiles dans une vie. Là. En fait, là, tu le disais là, d'entrée de jeu, moi, je suis avocat de formation. Une des premières choses sur lesquelles je suis tombé quand j'ai commencé à me questionner sur qu'est-ce qui s'était passé,
C'est un rapport du barreau du Québec qui avait été commandé par l'Université de Sherbrooke, qui venait spécifier, puis ça date de 2019, France, que 43% des avocats et des avocates sondés vivaient une forme de détresse psychologique. Et ça ne veut pas dire nécessairement que tu es malade et tu n'es pas en mesure de fonctionner. Ça veut simplement dire qu'il y a des symptômes qui s'apparentent à de l'épuisement, à de la dépression, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Alors, c'est énorme, là, c'est énorme. C'est énorme. Donc, évidemment, on est quand même fonctionnel, mais on vit des pics où peut-être que l'irritabilité, c'est un trait de caractère, peut-être que le sommeil qui est perturbé, c'est quelque chose qui peut arriver. Ça peut être aussi une consommation d'alcool qui est un petit peu plus excessive, sur l'humeur aussi. Mais moi, au moment... De médicaments, entre autres d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Bref, tout est là pour nous faire tenir debout, mais à un moment donné, ça peut casser pareil. Exactement. Puis, c'est ça. Moi, j'ai compris que j'avais cultivé un terrain propice à l'apparition de cette dépression-là. Je dirais que ça a commencé 5 ans auparavant, avec un deuil qui était mal guéri. Aussi avec, en cours de route, là, un couple là, qui commençait à battre de l'aile. Je me suis également, puis là, tu parlais de performance tantôt, moi, j'ai obtenu une promotion en 2015 où mes objectifs annuels ont plus que triplé. Donc, n'étant pas bien dans ma peau, n'étant pas bien à la maison, ben là, je me suis saoulé dans le travail essentiellement. Je courais après des résultats, je courais après des bonus, je courais après ma vie finalement. Mais ce qui est sournois, c'est que j'allais chercher beaucoup de reconnaissance à travers ça. Et il n'y a pas personne... Je vais t'arrêter une seconde parce que c'est si important ce que tu viens de dire. Effectivement, l'idée d'aller se saouler dans le travail, tu l'as dit, souvent en conférence, je vais expliquer aux gens, vous savez, les grandes compensations chez l'être humain quand il est insatisfait, qu'il n'est pas heureux, qu'il n'est pas aligné avec son essence personnelle, véritable, là, il va compenser. Puis il va compenser de quelle façon? Et là, les gens pensent tout de suite à l'alcool, la drogue, le sexe, le jeu, alors que les deux compensations principales, c'est le travail et la nourriture. Et là, tu viens de le nommer. Toi, les gars, généralement, vont se garrocher dans le travail et peut-être l'excès d'alcool aussi, comme tu le dis. Mais c'est c'est très humain ce que tu as fait. Et tu t'en es rendu compte tout de suite ou ça a pris du temps? Ah, ça a pris du temps. Là. Moi, j'ai été dans le déni puis la procrastination là, pendant des années. C'est-à-dire que, tu sais, chez moi, parce que c'est ça qui est aussi pervers quand on vit ces situations-là, c'est qu'à un moment donné, on s'habitue avec des symptômes. C'est que quand je dis que c'est sournois puis ça s'installe tranquillement, là, mon expérience, c'est que moi, l'irritabilité, c'était devenu quelque chose d'extrêmement présent chez nous, alors que je suis un gars extrêmement calme, je suis un gars qui est patient. Puis, je me retenais, dans le fond, dans mon impatience au bureau parce que je travaillais au public, au grand public. Mais quand j'arrivais à la maison, là, c'est là que le presto pouvait sauter. Donc, moi, ça a été un des premiers signes qui a apparu. Mais encore là, c'est plusieurs années avant. Et plus le temps passait, plus ce symptôme-là augmentait. Puis là, j'ai vu apparaître d'autres symptômes comme des pertes de mémoire, comme essentiellement un manque de concentration. Puis à la toute fin, là, c'était l'isolement. Je me sauvais là, pour me retrouver toute seule parce que j'avais pas le goût de voir personne. Puis ça, à un moment donné, je suis allé consulter parce que les signes étaient omniprésents. J'avais des palpitations aussi cardiaques. Et là, mon médecin m'a dit, il était temps que tu viennes me voir. Mais ce qui est quand même incroyable là-dedans, France, c'est que il y a des ressources partout. Moi, j'avais accès à des ressources à journée longue. Je faisais affaire, en fait, je travaillais dans une grande organisation qui avait un programme d'aide aux employés. J'aurais pu prendre le téléphone puis appeler. Mais c'est sûr et certain, surtout pour les hommes, de demander de l'aide, d'aller dans sa vulnérabilité, de mettre un genou par terre, le jugement des autres, toute la pression sociale qui vient avec ça, c'est sûr que ça ne va pas favoriser nécessairement une prise en charge au moment où j'aurais dû peut-être m'arrêter. Je me suis arrêté moins longtemps en plus et ça aurait eu moins de turbulences également dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui,
Je suis passionné par la mission que je porte parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui vivent ni plus ni moins les mêmes choses. Et des fois, juste aller chercher de l'aide, ça peut faire toute une différence. Juste en parler, ça peut faire une différence, plutôt que de vivre finalement un atterrissage forcé et ses conséquences. Donc, qu'est-ce que ça a fait pour toi, l'atterrissage forcé? Est-ce que évidemment, tu es obligé de laisser ton emploi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai été en arrêt de travail de façon, en fait, pendant 4 mois, mais un retour prolongé après ça sur 2 mois. Puis là, ben, évidemment, s'installe aussi à travers tout ça un sentiment de culpabilité parce que tu as l'impression de délaisser tes collègues de travail. Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu pars en arrêt de travail, on ne te remplace pas. Donc, la surcharge de travail, ou du moins le travail que tu as, il tombe sur le bureau des collègues qui sont peut-être déjà surchargés, qui sont peut-être déjà dans un état où le stress et l'anxiété fait partie de leur quotidien. Et là, c'est là que je me suis rendu compte. J'ai dit, Caroline, c'est important qu'on en parle puis qu'on dise des vraies choses par rapport à ça. Moi, ça n'a rien à voir avec mon organisation. Je le dis haut et fort parce que j'estime que je me suis auto-piégé dans cette spirale-là. Évidemment. Justement, parlons-en de ta lecture. Qu'est-ce que tu as vu? C'était quoi les pièges que tu as vus finalement après puis que tu aurais peut-être pu éviter si tu avais été plus conscient de tout ça? Ben, premièrement, c'est que je disais oui à tout. J'étais un yes man. Dans le fond, plutôt que d'adresser mes limites ou de dire non. Tu sais, quand on dit oui à tout le monde, on se dit non à soi, là, carrément. Donc, évidemment, pas prendre le temps de dîner. Des fois, dîner sur le coin du comptoir, 15 minutes. Puis, évidemment, mettre tout le monde à l'horaire sans me mettre moi-même à l'horaire. Donc, c'est des choses qui sont hyper simples, France. Mais en même temps, c'est tellement... Là, on rentre dans le syndrome de l'hyperperformant parce qu'effectivement, tu l'as nommé, tu avais besoin, c'est une drogue, la reconnaissance de l'extérieur, tu avais besoin de cette reconnaissance extérieure-là qui te permettait finalement d'avoir un sentiment d'exister parce que tu avais des succès financiers, des succès aussi au niveau de ton organisation. Et c'est ça le piège, c'est d'aller chercher cette reconnaissance-là à l'extérieur alors que tout le travail, en tout cas, de mon point de vue, évidemment, en spiritualité, tout le travail, c'est de venir le retrouver de l'intérieur, la retrouver de l'intérieur, cette reconnaissance. Est-ce que tu l'as fait, ce chemin-là? Oui, j'ai fait ce chemin-là. Quand je suis revenu de cet incident-là, de cet incident en vol-là, je voyais les choses différemment à l'intérieur de mon organisation. Puis en même temps, mais je me gênais pas à un certain moment donné de pas pointer les gens du doigt, là, mais plutôt de m'arrêter puis d'en parler avec un gestionnaire, par exemple, de dire, hey, écoute, je remarque que telle personne, là, il y a les dossiers, là, ils débordent sur son bureau. Elle vient pas dîner avec nous autres. Elle a fait une erreur, exemple, là, qui n'est pas nécessairement là, dans ses habitudes. Tu pourrais-tu juste vérifier si cette personne-là va bien ou non? Même chose quand que je voyais des gens courir dans le corridor pour retourner un appel téléphonique. Tu sais, dans le fond, là, moi, je travaillais pas dans une urgence, là, on sauvait pas des vies. Mais non, on n'est pas cardiologue. Moi, je dis tout le temps ça. Hey, on n'est pas cardiologue, personne, là. Alors, cette pression-là, c'est nous-mêmes qui créons ça. Et quand je dis que ça n'a rien à voir avec... ben, c'est sûr que dans certaines organisations, il y a des patrons ou des gestionnaires qui sont des militaires, là. Mais de plus en plus aujourd'hui, tu sais, je pense que l'équilibre travail-famille, c'est important. Mais c'est à nous à mettre nos propres limites. C'est nous, dans le fond, qui pilotons sa santé psychologique. Oui, il y a une responsabilité collective, une responsabilité partagée, mais essentiellement, selon moi, ça demeure une responsabilité individuelle. Encore faut-il être en mesure d'être en mesure de lire les signaux, de prendre de la hauteur face à ses comportements, de s'observer, puis de prendre le temps de s'arrêter, puis de dire, hey, écoute, là, il me semble que ça va trop vite, là. Et la pandémie est venue en quelque sorte nous faire prendre conscience de ça, je pense. Par contre, l'effet de la pandémie, c'est que c'est venu réveiller aussi quelque chose qui était là depuis des années. Des Jean-François de v'là 5 ans, là, il y a des gens là, qui se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont au bout du rouleau.
Et ça, ben, ça m'inquiète beaucoup. C'est présent dans nos organisations, dans nos écoles, dans nos maisons, et on se doit d'en parler haut et fort, pas une fois de temps en temps, à tous les jours, parce que ça a un coût énorme pour notre société, mais en même temps, combien de vies sont brisées, France, aussi, par rapport à ce phénomène-là? Donc, c'est important de changer les perceptions, de briser les tabous, mais aussi de briser ce cycle-là dans lequel on est embarqué depuis plusieurs années. Fait que mais tu dis que, je te dis, puis je le relève, là, ça c'est notre responsabilité personnelle, et tu as entièrement raison que c'est à nous de faire ces choix-là, mais il y a aussi des choix de société qui nous ont poussés dans ce moule-là, et il va falloir revoir cette façon-là de pousser nos enfants. Moi, je regarde juste ma fille qui est à l'université, qui, malgré le fait qu'elle est élevée par des parents conscients qui ne l'ont jamais poussée à rien faire, s'est fait prendre elle-même dans le moule de l'hyperperformance parce que il y a tout un système qui les formate pour qu'ils soient des hyper-performants. Et même conscients. Et là, c'est pour ça qu'on voit les moules commencer à se briser. Les jeunes veulent de moins en moins ça. Ils veulent pas travailler 70 heures semaine pour avoir de la reconnaissance extérieure. Fait que, vois-tu des changements quand même quand tu en parles avec les gens autour de toi? En fait, le changement, on ne verra pas un changement dans un mois, dans un an. Là. Ça va prendre, selon moi, là, une génération. Au moins une décennie, là, pour être franc, parce que c'est ça. C'est ancré, c'est là. La performance, jusqu'à un certain point, il y a du bon là-dedans parce que ça nous permet d'augmenter notre estime de soi, de prendre confiance, de réaliser certaines choses. Mais c'est la performance à outrance qui vient en quelque sorte là, nous faire dérégler. Et ça vient nous dérégler. Alors, je sais que c'est un beau jeu de mots, là, mais moi, je suis en quelque sorte beaucoup un fervent de la performance, oui, mais dans la vigilance, c'est-à-dire être en mesure de prendre un moment d'arrêt à un moment donné pour regarder si on ne va pas rapidement dans la mauvaise direction. Je vais juste laisser un petit commentaire, Jean-François, parce que c'est intéressant qu'est-ce qu'elle dit. Alors, Lala dit, elle, moi, je l'ai vécu aussi. J'ai rien vu pendant. Pendant plusieurs années après, je comprenais pas ce qui s'était vraiment passé. J'ai longtemps nommé ça ma fracture du cerveau. C'est très sain et utile d'en parler pour prévenir. J'aime beaucoup l'expression fracture du cerveau parce que c'est comme ça qu'on se sent quand on est en burn-out, en dépression ou peu importe quelle étiquette qu'on met là-dessus. Ça revient tout au même, c'est une perte de sens. On va parler de ça après, Jean-François, mais effectivement, c'est pas facile à voir quand on est dedans, puis c'est pas facile à voir même après. Non, même après. Écoute, moi, j'ai un des slogans chez M'aider, c'est « J'ai un plaisir fou à tabasser les tabous ». Puis, je dois dire que même moi, là, avant les fêtes, là, je suis un ambassadeur engagé au niveau de la santé psychologique et il a fallu que je fasse un escale parce que j'avais l'impression de retomber en quelque sorte dans les mêmes patterns. Et ce qui m'a aidé, ce qui a été utile, puis ça peut peut-être être utile pour les gens qui nous écoutent, c'est que moi, j'ai un outil qui s'appelle « Comment faire la lecture de son tableau de bord ». Essentiellement, ça nous permet de mesurer notre baromètre psychologique. C'est pas moi qui ai inventé ça parce que je suis pas un psychologue, un médecin ou un thérapeute. J'ai tout simplement utilisé un tableau existant, puis j'ai mis des couleurs dessus, vert, jaune, orange, rouge. Ça nous permet d'identifier essentiellement notre zone de couleur, où est-ce qu'on se situe, en faisant le parallèle avec les lumières qu'il y a sur notre tableau de bord. Donc, puis dans le bas, il y a 10 questions. On regarde si on est dans le vert, dans le jaune, dans l'orange, dans le rouge. Puis après ça, on propose des stratégies. Puis les stratégies, c'est simple, là. C'est reconnaître qu'il faut agir, en parler avec un proche, aller chercher de l'aide d'un professionnel, pratiquer la pleine conscience. Donc, c'est tous des éléments. On n'a pas réinventé la roue. C'est que souvent, c'est qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter pour s'observer. C'est ça, le défi. Et l'autre défi, c'est de penser que ces symptômes-là, quand on en vit, qui vont disparaître par eux-mêmes. On balaie ça sous le tapis et on se dit « Ah, ça va finir par passer ». Ben moi, l'expérience que j'ai eue, c'est que ça n'a pas fini par passer. Au contraire, ça l'a augmenté avec le temps. Puis, évidemment, c'est rajouté à travers tout ça un contexte familial difficile, un élément qui m'a ramené en arrière dans mon passé, dans mon adolescence,
Puis après ça, en l'espace de quelques semaines, boum, 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 j'ai perdu beaucoup d'altitude et c'est là que je suis allé consulter mon médecin. Puis j'étais tellement dans la performance, France, là. J'ai même négocié avec lui dans son bureau pour lui dire, écoute, je peux pas arrêter tout de suite, là. J'ai telle affaire cette semaine, j'ai telle affaire cette semaine, avec tel client cette semaine. Ben, j'ai réussi à négocier 3 jours de plus parce que je l'ai vu un mardi, puis finalement, j'ai remis mon billet du médecin le vendredi avant de quitter pour le week-end. Mais c'est pour dire jusqu'à quel point que j'étais, en fait, conditionné. On va dire ça conditionné. Ouais, puis que je priorisais dans le fond les autres plutôt que de mettre mon masque oxygène en premier. C'est fou, hein? Exactement. Écoute, il y a plein d'autres commentaires. Julie dit ici, je disais, moi, que j'avais mal au cerveau et elle dit un petit peu plus haut, le progrès, c'est plus intéressant que la perfo. On est d'accord, merci beaucoup. J'aimerais ça t'amener, on va parler de m'aider, puis après ça, on parlera de spiritualité. En fait, on va essayer de trouver un sens à tout ça. Peut-être que toi, tu t'es peut-être pas posé toutes ces questions-là jusque-là, mais on va faire le chemin pareil. Mais parle-moi de m'aider avant toute chose, puis en passant, avant de commencer, on va faire un petit allô à Lucie Larouche, qui te fait dire un beau bonjour. Qui organise des conférences, entre autres, avec Jean-François. Fait que merci, Lucie, d'être là. Bref, parle-moi de m'aider. C'est une communauté que tu as créée justement pour essayer de, en fait, pas prévenir, mais aider les gens qui se posent des questions, qui cherchent des ressources, qui se retrouvent finalement seuls à la maison puis ils ne savent pas par où commencer. Oui. Ben, juste avant de parler là, de m'aider, dans le fond, après mon atterrissage forcé en 2018, je suis retourné au travail en 2019, puis m'est venue une idée, puis j'ai marqué sur une feuille de papier « Atterrissage forcé égale dépression ». Et là, j'ai commencé à faire des jeux de mots et des analogies avec le monde de l'aviation. Donc, les turbulences, ton plan de vol, la tour de contrôle, tu es sur quelle fréquence, la valise, qu'est-ce que tu transportes. Puis là, ben, je me suis rendu compte que ces analogies-là me servaient moi-même d'ancrage pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'était passé. J'ai donc développé une conférence qui s'intitule « Mayday, y a-t-il encore un pilote dans l'avion ?» que j'ai donnée la première fois en mars 2019. Puis, quand j'ai vu la réaction des gens, non seulement ils s'appropriaient mon langage, mais en plus, il y en a plusieurs qui venaient me voir pour me dire « Hey, moi aussi, j'ai vécu un atterrissage forcé. » Puis là, on discutait, on échangeait ensemble. Puis, on échangeait sur les outils utilisés, sur les pièges à éviter. Fait que là, j'ai décidé de louer une salle à la Seine-le-Bourgneuf à Québec pour inviter mon réseau d'affaires à cette conférence-là. Mais je me sentais comme un imposteur, dans le fond, un planificateur financier qui parle de santé psychologique, qui loue une salle, m'aider, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? J'ose même croire, France, qu'il y a des gens qui devaient se dire, pour moi, ces pilules sont trop fortes. Fait que j'ai organisé cette conférence-là, il y a plus de 300 personnes qui l'ont vue en septembre 2019, et c'est suite à ça que j'ai dit, là, tu détiens quelque chose dans tes mains, il faut que tu fasses quelque chose avec. Et on a remis à ce moment-là près de 4 000 $ à la Fondation Cerveau. Moi, je faisais même pas ça pour faire de l'argent, je faisais juste ça pour faire de la prévention. Puis, je me suis fait prendre au jeu parce que maintenant, c'est ce que j'aime faire dans la vie. Et m'aider est apparu par la suite. Pourquoi? Parce qu'en raison de tous les échanges que j'ai eus avec les gens, je me suis dit, comment ça, ces gens-là se parlent pas? Comment ça, ces gens-là échangent pas leurs trucs? Pourquoi ces gens-là sortent pas de l'ombre pour expliquer leur histoire, pour peut-être changer la trajectoire de quelqu'un d'autre? Alors, m'aider, j'ai lancé ça en janvier 2020. L'année auparavant, il y a 3 de mes amis, en fait, 3 de mes connaissances qui se sont enlevés la vie par suicide, 3 hommes. Puis, évidemment, ça m'a bouleversé. Puis là, j'ai dit, là, je décide de me lever dans la chambre d'hockey. Et j'ai décidé de créer cette communauté-là, de me servir des réseaux sociaux comme tremplin pour être en mesure de rejoindre les gens dans le confort de leur foyer. Et ben, à ce jour, on est plus d'une dizaine de milliers de personnes, autant sur Facebook, LinkedIn et bientôt TikTok, parce que les jeunes se retrouvent là, pour faire de la prévention, de la sensibilisation et de l'éducation. Parce que c'est à travers nos histoires respectives qu'on est en mesure de mieux se comprendre, de s'outiller. On a bien beau inventer des milliers d'outils, France. Mais l'important, c'est de les faire vivre, ces outils-là. Et c'est ce que j'aime de ce tableau de bord-là, qui, soit dit en passant,
va être disponible dans les écoles secondaires du Québec à partir du mois de septembre prochain pour, en quelque sorte, amener un niveau de conscience différent chez nos adolescents. Et tout ça pour dire, c'est que M'aider, pour moi, c'était un rêve de créer un mouvement de sensibilisation pour, en quelque sorte, s'en sortir une fois pour toutes avec ce fléau-là qui brise trop de vies. Non seulement moi, ça a eu un impact dans la mienne, mais il faut dire que quand je regarde mon historique familial, mon père en a souffert, ma sœur a déjà fait un burn-out, mon ex-conjointe a déjà eu des troubles avec l'anxiété, même mes tantes, mes oncles, mes grands-parents. Alors, à un moment donné, je pense que c'est important de prendre ça au sérieux, puis arrêter de prendre pour acquis finalement que c'est là, puis que ça va toujours être là. On se doit, je pense, de se mobiliser collectivement. Et l'objectif de M'aider, essentiellement, c'est de agir comme une courroie de transmission dans cette sensibilisation-là. Fait que c'est pour ça qu'on reçoit des gens d'entrevue, d'une part, qui viennent nous parler de leur parcours. Ensuite, j'aime faire rayonner des organismes qui font un travail extrêmement important sur le terrain et qui, eux, souvent, le grand public ne les connaissent pas. Fait que j'aime ça, faire intervenir des fondations, des organismes. Et en troisième lieu, c'est aussi de faire rayonner toute formation ou tout accompagnement ou un auteur qui a écrit un livre qui peut nous aider à nous faire réfléchir sur notre plan de vie, sur notre plan de vol, sur comment s'outiller pour mieux naviguer les eaux troubles de la vie parce qu'il va toujours en avoir des turbulences. De là, l'importance de devenir un meilleur pilote de sa vie. Donc, écoute, il y a vraiment beaucoup de commentaires, mais je vais aller vers la partie spirituelle dont je te parlais. Donc, Pascal qui dit « Dépression égale le cancer de l'âme ». Écoute, je comprends l'expression. Sachez que l'âme est intacte et ne peut jamais être malade, mais je comprends l'expression. D'autres vont dire… bon, en tout cas, il y a tout plein de commentaires par rapport à ça. Moi, je voudrais juste spécifier que d'un point de vue spirituel, la dépression, c'est une perte de sens de sa vie, de sens de pourquoi on est là, pourquoi on fait ce qu'on fait, et de retrouver le sens en fonction de qui on est souvent le meilleur remède, accompagné bien sûr par les thérapeutes, la thérapie, et même la médication s'il faut. Mais retrouver le sens va aussi retrouver le chemin vers la joie pure et l'être qu'on est. Est-ce que dans ce chemin-là, le fait de te trouver cette passion-là, par exemple, de conférencier, n'est pas aussi un peu la réponse à toutes tes questions, que tu n'étais peut-être pas aligné avec ton essence, tu n'étais peut-être pas à bonne place au bon moment. Effectivement, ça n'a rien à voir ni avec Desjardins, ni les bureaux d'avocats, mais bien les conditionnements dans lesquels on s'est tous fait prendre. Hey, je pensais jamais parler de spiritualité un jour. Là. Imagine là, un gars là, rationnel, hein, puis je veux dire avocat, planificateur financier, mais aujourd'hui, j'ai appris à en quelque sorte, m'intéresser à cette spiritualité-là. Et je dois dire, c'est important, peu importe ce qu'on vit, de trouver un sens à l'épreuve qu'on a vécue. Et je dois dire que pour moi, c'est sûr et certain, on dirait que la vie m'a préparé à faire ce que je fais aujourd'hui. Exemple, dans un GPS, là, on pitonne ça là, dans la voiture, là, puis on rentre une adresse donnée. Puis, à un moment donné, si on dépasse ou si on tourne à droite avant le temps, là, il y a comme recalcul en cours. Recalcul en cours. C'est comme si mon âme, en quelque sorte, là, faisait un recalcul en cours parce que je suis d'abord à l'endroit, ensuite dans le domaine des services financiers. Il a fallu que je vive toutes ces expériences-là pour mieux les comprendre. Et je dis souvent que quand tu as un genou ou deux par terre, l'important, c'est de ramasser quelque chose au passage pour être en mesure de comprendre de cette expérience-là. Le meilleur exemple qu'on a au Québec, à mon sens, c'est celui de Pierre Lavoie. Pierre Lavoie qui a vécu des épreuves personnelles incroyables. Finalement, qui a utilisé ça comme sens pour faire ce qu'il fait si bien aujourd'hui. Ben moi, c'est certain que ce sens-là, tu sais, ils disent en anglais do you have a why, tu sais, avoir un pourquoi. Ben moi, mon why, il me fait pleurer parce que essentiellement,
ce parcours-là m'a permis non seulement d'être très thérapeutique pour moi, ça m'a permis de faire la paix avec mon passé, mais je me suis dit, et si j'utilisais cette épreuve-là pour peut-être servir, être en mesure d'aider quelqu'un d'autre, parce que c'est à travers nos histoires qu'on se reconnaît, et mon histoire, ton histoire, nos histoires peuvent avoir une incidence sur la vie de quelqu'un d'autre. Et ça, il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc, mais si on n'en parle pas, si on ne s'ouvre pas, ben c'est sûr et certain que ça ne changera pas. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'à partir du moment où on ouvre le discours, ben ça permet à l'autre d'aller dans cette vulnérabilité-là et de donner peut-être aussi un sens à ce qu'il ou elle vit pour transformer et transcender ce qu'elle vit finalement dans quelque chose de positif. Donc, j'aime bien le mot transcender parce que ça nous élève au-dessus du scénario et ça apporte quelque chose d'autre. Écoute, on va finir avec une question intéressante. Peut-être que tu peux pas répondre, mais Marlène dit, il y a un adolescent que j'aime qui aurait besoin d'aide, mais qui veut pas vraiment s'aider lui-même. Il dit que tous ses problèmes sont la responsabilité des autres. Comment pouvoir l'aider sans trop le bousculer ou peut-être en le bousculant? Bref, qu'est-ce qu'on fait avec nos ados ou nos jeunes adultes qui se retrouvent dans cette position-là et qui veulent pas s'aider eux-mêmes parce qu'ils se sentent aussi peut-être jugés, là? Ben, ce qu'il faut savoir, la question, elle est très pertinente, puis j'entends là, ce que cette personne-là peut vivre ou traverser. C'est sûr, moi, je suis pas un spécialiste, là, mais en même temps, ce que j'ai compris par mon expérience, c'est que deux choses l'une. Des fois, on peut pas forcer quelqu'un à s'ouvrir les yeux sur quelque chose. J'ai longtemps pensé que c'est ça qui est délicat avec la prévention et la sensibilisation, c'est qu'il y a plein de messages aujourd'hui, que ce soit pour l'alcool au volant, que ce soit pour bien des causes. Là. On a bien beau le répéter, mais il y en a qui ne comprennent pas. Il faut qu'ils vivent une expérience pour être en mesure de prendre conscience, puis là, de s'aider. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Mais en même temps, c'est pour ça. Oui. Lala dit quelque chose d'intéressant, c'est que quelqu'un d'autre qui répond l'écouter. Oui, entre autres, les écouter, c'est sûr, mais ça peut aussi être à un moment donné un choix difficile parce qu'on a peur pour la vie de l'autre aussi, là. Ben, c'est là que le bas blesse ou que c'est dangereux parce que là, on parle d'un sujet où ce que les gens peuvent pas vivre un atterrissage forcé, mais ils peuvent à la limite prendre une décision de vivre un écrasement mortel. Puis ça, on le souhaite pas. Donc, l'idée, c'est d'entourer cette personne-là, d'être à l'écoute, de ne pas... Parce que quelqu'un qui vit des problèmes, qui se fait dire quoi faire, c'est pas non plus, par expérience, la meilleure chose. Mais, et si on demandait à cette personne-là de juste vérifier ses lumières, check tes lumières, au lieu de demander comment ça va, puis là, commencer à alléger le discours. Et des fois, ben, ça peut se glisser aussi là, une référence là, par rapport à quelqu'un qu'ils peuvent consulter. Mais je le sais que c'est pas évident. Il existe un organisme ici à Québec, puis la personne qui pose la question, ça serait peut-être intéressant qu'elle entre en communication avec cet organisme-là. Des gens qui viennent en aide à l'entourage des gens qui sont aux prises avec un défi psychologique. Ouais, ça s'appelle le cercle polaire. Donc, simplement à taper ça, je vois que c'est Marlène, je pense, qui a laissé un message. Le cercle polaire à Québec, entre en communication avec eux, puis à la limite, ils vont vous référer là, dans votre région, dans votre secteur pour vous accompagner, puis vous donner peut-être là, des clés ou des idées pour justement intervenir de la bonne façon. Hey, Jean-François, on va terminer là-dessus. Je veux montrer ton site M'aider ici. Alors, il s'agit d'une communauté, il s'agit d'une plateforme de partage de ressources. Donc, M'aider, vous le voyez ici. C'est le site que j'ai mis, évidemment, qui est au-dessus de la vidéo ou à côté, peu importe de quelle façon vous nous regardez. Vous allez trouver tout ça sur le web et il y a d'autres. J'imagine qu'il y a aussi des ressources, que tu réfères des ressources. En fait, dans les documents, là, dans la section M'aider, il y a le fameux tableau de bord dont j'ai parlé tantôt. Il y a aussi toute la liste des ressources qui sont disponibles dans la grande région de la capitale nationale. J'ai même des ressources en Europe, en France.
Donc, l'idée, c'est que je voulais que les gens puissent au moins avoir un bottin sur « j'appelle où? Je fais quoi? » Parce que aller chercher de l'aide, c'est déjà difficile. Mais un coup qu'on a fait ce choix-là, on cogne à quelle porte? Donc, évidemment, ben, c'est d'outiller les gens ou du moins leur permettre là, de faire une intervention au bon moment. Et il y a l'équivalent de toutes ces ressources-là dans toutes les régions du Québec. Alors, finalement, vous savez, il y a toujours moyen de trouver de l'aide, mais merci de ton partage, de ta passion, du fait que je pense qu'effectivement, retrouver le sens pour toi, ça passait par ça. Alors, merci du partage et t'es rayonnant dans ce que tu fais. Ça devrait faire la job. Merci, France. Puis, en passant, j'adore le titre de ton émission, Maître à bord. En plus, ça rejoint la thématique. Alors, merci pour l'invitation. Puis les gens qui veulent venir nous trouver sur Facebook, on est là. Je suis également sur LinkedIn avec le nom de Jean-François Lacasse. Donc, merci à tous. Prenez soin de vous, puis checkez vos lumières. C'est important. Exactement. Puis, perdez pas le sens. Continuez de cultiver le sens. Merci tout le monde et merci Jean-François. On se retrouve très bientôt pour un autre Maître à bord. Et si vous aimez cette émission, partagez, c'est gratuit et c'est notre contribution. Allez tout le monde.